Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde séquence de notre webinaire Méthanisation, Innovation et Recherche. Nous avons intitulé cette seconde séquence Producteurs et pratiques innovants pour mettre en avant la capacité finalement des acteurs centraux que sont les exploitants de méthanisation pour progresser à travers l'innovation. Je suis Bastien Prat, je travaille à la direction biométhane de GRDF. On est ensemble pour une heure, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins en fonction des questions. Et comme pour la séquence précédente, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons au fil de l'eau. Pour cette séquence, j'accueille trois invités que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, nous avons Sophie Carton, qui est chef de projet R&D Innovation à la ferme expérimentale d'AgroParisTech, qu'on appelle également la ferme de Grignon. Bonjour Sophie. Bonjour. Et vous allez nous parler donc justement du méthaniseur de la ferme de Grignon et de son rôle pour la recherche et la formation. J'accueille également Ludovic Perrin. Bonjour Ludovic. Bonjour. Agriculteur et exploitant de l'unité de méthanisation de biogaz IF à Ifendic, voilà, en Bretagne. Vous allez nous parler notamment de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser l'exploitation du site. Oui. Et enfin Christophe Rousseau pour terminer. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc, agriculteur et exploitant de l'unité de méthanisation de Avalon Biogaz dans l'Yonne, pour nous parler aujourd'hui de biodéchets et du sujet des plastiques, forcément, qui sont corrélés. Donc tout d'abord, je me tourne vers vous, Sophie, pour débuter ce webinaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter la ferme expérimentale AgroParisTech, la ferme de Grignon, et le méthaniseur que vous venez récemment de mettre en service ? Oui, donc la ferme expérimentale d'AgroParisTech, c'est la ferme donc, de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche AgroParisTech qui forme des futurs ingénieurs en agronomie. Et donc c'est une ferme polyculture polyélevage qui est située à l'ouest de Paris. Donc on a 400 hectares de culture, 200 hectares de culture de vente et 200 hectares de culture fourragère. Et deux élevages, un élevage de 190 vaches laitières. On produit à peu près 1 850 000 litres de lait par an. Et 650 brebis mères qui sont là pour la viande et pour la repro. Donc c'est à peu près 1400 agneaux qui sont produits par an. Voilà. Et donc depuis avril 2024, on injecte du biogaz du biométhane dans le réseau avec un méthaniseur en injection de 50 nm3 et d'une capacité de 2600 m3. Et donc c'est un méthaniseur un peu particulier, c'est un monodigesteur avec une incorporation directe des intrants des substrats dans le méthaniseur. Et donc on valorise l'intégralité du digestat sur les parcelles de l'exploitation. Voilà. D'accord. Les intrants principaux du méthaniseur ? Alors, on a une ration qui est principalement composée des effluents d'élevage, de nos élevages. Donc, on incorpore à peu près 28 tonnes brutes par jour dans le méthaniseur, dont à peu près 12 mètres cubes de lisier. Donc, ça, c'est le lisier de nos vaches. On a à peu près 8 tonnes de fumier de nos vaches et de nos moutons. On incorpore également à peu près 3 tonnes de fumier de cheval. Donc autour de l'exploitation, il y a pas mal de centres équestres. Et donc on récupère du fumier de cheval. On produit également des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et donc on en incorpore à peu près 3 tonnes par jour dans le méthaniseur. Et le reste, c'est quelques issues de céréales, donc des coopératives qui stockent à côté de chez nous. Et puis, on a également un tout petit peu de réincorporation de digestat solide dans le mélange du méthaniseur, puisqu'on a un temps de digestion qui n'est pas très long, d'une 70 jours, avec du coup et également de la séparation de phase. Le digestat est séparé en digestat liquide et en digestat solide, et donc il y a une partie du digestat solide qui retourne dans le méthaniseur. Voilà, donc pour un total de 28 tonnes à peu près. Donc assez autonome, pas complètement autonome, mais quand même assez autonome dans l'alimentation du méthaniseur. D'accord. Et alors des méthaniseurs adossés au monde académique, ça court pas les rues. Alors, moi j'ai en tête celui de l'ENSAIA près de Nancy et celui aussi du lycée du Gros Chêne à Pontivy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse du projet qui a de mémoire été assez longue ? En fait, la ferme expérimentale d'AgroParisTech est engagée de très longue date sur les questions d'énergie, alors d'abord de consommation d'énergie, mais également une réflexion sur la production d'énergie et surtout aussi sur la question des émissions de gaz à effet de serre.
En 2006 déjà, on avait lancé un programme de R&D assez structurant sur l'exploitation qui s'appelait Grignon Énergie Positive. Et l'idée, le rêve à l'époque, c'était d'arriver in fine à produire plus d'énergie qu'on en consommait sur l'exploitation agricole. Donc on avait lancé une démarche d'amélioration continue sur les enjeux énergie-climat, tout en cherchant également à améliorer la performance globale de la ferme, donc également sur les aspects économie et société, sociale. Donc, dans le cadre de cette réflexion, s'est posée assez vite la question de la production d'énergie. Et déjà en 2006, on avait installé un méthaniseur expérimental qui valorisait le petit lait de la transformation de notre lait en fromage. Donc on a une petite production de fromage blanc, une grosse production de yaourt. Et donc il y avait un petit peu de petit lait à valoriser. Et donc on avait un petit méthaniseur expérimental qui produisait suffisamment d'énergie pour allumer une petite allumette. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Après, la réflexion a quand même pas mal évolué. Et en 2014, on a accueilli la première couverture de fosses nénuphars de France. Donc la société Nénuphar, à l'époque une start-up, maintenant une entreprise plutôt florissante avec une trentaine de salariés, a installé sa première couverture de fosses taille réelle sur la ferme. Donc ça a participé également à continuer donc à notre réflexion sur la production d'énergie. Et donc le biométhane, le biogaz qui était produit par cette couverture de fosse, elle nous permettait d'alimenter notre unité de transformation laitière. Je ne vais pas parler de ça, mais on a une unité de transformation laitière. On transforme une petite moitié de notre production laitière. Et donc qui était alimentée pour à peu près la moitié en biogaz produit par nos lisiers. Et donc, c'est là que, naturellement, le tarif de rachat du biogaz ayant entre-temps, du biométhane ayant entre-temps été revalorisé, la réflexion s'est du coup portée sur un méthaniseur mésophile classique et qui a un petit peu mis de temps avant de voir le jour, mais a fini par voir le jour en 2024. Et donc, notre début d'injection, le 16 avril 2024. Et donc un projet finalement qui a quand même ses sources de longue date sur la thématique énergie. Voilà, une réflexion de longue date. Ouais. Et justement, aujourd'hui, si on regarde plutôt vers l'avenir, quelles vont être, au titre de la recherche, de l'innovation, du développement, les études qui sont ou qui vont être menées sur ce méthaniseur? Enfin, quels sont vos objectifs? Alors, donc en effet, à la faveur de toute cette réflexion autour de la production d'énergie à la ferme et de la méthanisation, on s'est pas mal rapproché au fil du temps de GRDF. On a commencé à mener des projets ensemble. Et en 2023, on a signé ensemble un accord pour travailler sur le développement durable de la méthanisation agricole. Et donc, cette construction de méthaniseurs, elle est tout à fait dans ce sens-là. Et on a décidé d'adosser à ce partenariat deux sujets de R&D dans le programme d'action. Un premier sujet autour de l'exploration de systèmes de culture avec production de biomasse dans le cadre d'une plateforme agronomique qu'on anime depuis 2017 qui s'appelle Trajectoire. Donc dans cette plateforme agronomique, on a inséré deux système de culture biomasse, donc un système de culture plutôt axé sur l'élevage, où on combine à la fois production de cultures intermédiaires à vocation énergétique, mais plutôt récoltée assez tôt en saison pour pouvoir servir à la fois à l'alimentation des animaux ou aux méthaniseurs en fonction de la disponibilité des fourrages. Et également donc la production de fourrage pour les animaux. Et un autre système de culture où on produit des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui sont là uniquement pour la méthanisation, donc on va les récolter plus tardivement. Et on produit également donc sur ces systèmes de culture des productions principales, des cultures principales qui sont dédiées plutôt à l'alimentation humaine ou au marché, en tout cas qui ne sont pas autoconsommés. Voilà. Et donc sur ces systèmes de culture, on fait plein de mesures. Donc on mesure la lixiviation des nitrates, le lessivage des matières actives, les émissions de protoxyde d'azote dans l'air, le sol. On regarde les micro-organismes du sol, le tassement du sol, la réserve utile, et puis bien sûr tous les paramètres techniques, donc le rendement, la qualité, et tout ça pour essayer d'évaluer de façon la plus objective possible les performances de ces systèmes de culture dans le temps. Donc ça, c'est le premier axe de travail qui est mené dans le cadre de
ce travail, de cette alliance méthanisation agricole. C'est comme ça que le partenariat a été nommé. Et le deuxième axe de travail, il est autour de l'optimisation du fonctionnement du méthaniseur. Donc, bien sûr, le méthaniseur ne fonctionne que depuis 6 mois, donc on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir vraiment en optimiser, déjà dire qu'on optimise le fonctionnement. Mais donc l'idée sera, au fil du temps, d'arriver à maîtriser l'ensemble des données qui sont produites, captées en fait dans cette unité de méthanisation, de les maîtriser, de les connaître, et puis éventuellement pour que ça nous serve pour optimiser énergétiquement le fonctionnement du méthaniseur. Un vaste programme. Et donc ça, c'est vraiment sur le côté recherche, développement. Sur le côté formation, vu que vous êtes adossé à l'école AgroParisTech, est-ce que ce méthaniseur va servir justement à la formation des élèves, d'acteurs extérieurs ? Alors oui, tout à fait. Donc, c'est à la fois un des objectifs de l'Alliance méthanisation agricole et également un objectif de l'école dans son ensemble, d'AgroParisTech, d'arriver à répondre aux besoins notamment des filières agricoles et agroalimentaires en général, mais de la filière méthanisation aussi, en termes de répondre aux besoins en termes d'amélioration des compétences en fait des ingénieurs sur ces sujets-là. Donc, le fait d'avoir une unité de méthanisation sur la ferme de l'école permet déjà en fait d'introduire en fait le sujet de la méthanisation agricole, de la production d'énergie et tous les enjeux qu'il y a autour auprès de l'ensemble de la communauté des étudiants d'AgroParisTech. Donc, c'est déjà une première chose. C'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui, c'est de travailler à ce que tous les étudiants puissent avoir au moins une visite sur le méthaniseur, de savoir ce que c'est, puisque ça permet vraiment de montrer en vrai comment ça fonctionne, même si ça reste un petit méthaniseur avec ses spécificités, qu'ils puissent voir ça en vrai. Et puis, on est en train de développer des enseignements nouveaux dans la formation, dont une première occurrence va démarrer à la fin du mois d'octobre. Donc, un module, on a monté un module de 48 heures autour de la méthanisation agricole, le rôle de la méthanisation agricole dans les transitions agroécologiques, énergétiques et alimentaires. Et donc ça, c'est une première tentative, un premier essai pour aller encore plus loin, disons, dans la présentation de ce sujet-là, qui est un vaste sujet à l'ensemble des étudiants. Alors là, c'est pas l'ensemble des étudiants d'AgroParisTech, ce sera une petite classe de 22 étudiants, mais c'est un début, et qui pourra éventuellement être, qui sera réitéré et puis peut-être enrichi plus tard avec d'autres initiatives, d'autres modules. Ok, donc les étudiants ont la chance de bénéficier de ce tout nouveau méthaniseur. Si on regarde de l'autre côté, admettons, je suis un industriel ou une start-up, j'ai envie de développer, tester une technologie ou un procédé. Est-ce que la ferme de Grignon peut m'accueillir? Et si oui, dans quelles conditions? Alors oui, c'est-à-dire que il faudra toquer à notre porte parce que la ferme de Grignon abrite également une structure qui s'appelle le Farming Lab, qui est en fait une structure d'accompagnement technique et scientifique de l'innovation agricole. Donc c'est une sorte d'interface entre un porteur d'innovation, les enseignants-chercheurs d'AgroParisTech et les étudiants. Et cette interface permet de créer des synergies entre ces types de populations-là pour permettre l'accompagnement technique et scientifique des innovations, pour les challenger, pour éventuellement les tester. Donc on est en mesure à la ferme d'accueillir ces demandes et éventuellement de les tester sur la ferme. Et donc, alors après, ça dépend un peu du type d'innovation. C'est-à-dire que notre méthaniseur aujourd'hui, c'est un méthaniseur qui est un méthaniseur de production. Sa vocation, c'est la production, c'est pas un méthaniseur expérimental. Donc, il y a certainement des solutions qu'on ne pourra pas accueillir. Par contre, il est possible de mettre des capteurs, il est possible de tester des choses qui sont en lien avec l'utilisation du digestat ou éventuellement le pré-traitement de certains substrats ou des solutions qui ont trait au suivi, par exemple, du méthaniseur. Voilà. Donc on est à la fois dimensionné pour accueillir, pour répondre à des questions techniques et scientifiques que peuvent se poser des porteurs d'innovation autour de la méthanisation. Juste pour préciser, nos 3 axes de travail sur ce qu'on appelle du coup le Farming Lab, c'est la production végétale, la production animale et les bioénergies. Voilà.
D'accord, merci. Bon, je peux confirmer qu'effectivement, alors du point de vue de GRDF, on a souvent des acteurs qui nous posent des questions sur où est-ce qu'ils peuvent venir tester des procédés, mesurer de la qualité gaz, etc. Donc c'est intéressant effectivement d'avoir ce type d'installation à disposition. Merci beaucoup Sophie. Alors on a parlé justement de sites de méthanisation qui peuvent accueillir des acteurs externes pour développer des innovations, des nouveaux procédés. Je me tourne vers vous Ludovic parce que justement ça va être le sujet avec le projet d'intelligence artificielle pour l'exploitation. Avant de vous poser la première question, alors je rappelle que vous êtes agriculteur et exploitant du site de méthanisation en injection de biogaz IF. Je regarde s'il y a quelques questions qui peuvent concerner la ferme de Grignon avant d'enchaîner. A priori ça va. Donc Ludovic, comme pour Sophie, là on a votre méthaniseur à l'image. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes votre méthaniseur et pourquoi vous avez choisi l'injection par rapport à la cogénération? D'accord, donc comme on le voit sur l'image, donc c'est un site en injection qui aujourd'hui injecte 80 normomètres cubeurs. On a commencé il y a 3 ans, en septembre 2021, avec 65 normaux. Vu que ça fonctionnait bien, voilà, aujourd'hui on est à 80, on envisage de monter à 90 en changeant quelques petits points techniques. Notre site, c'est l'union de 2 exploitations agricoles, donc assez complémentaires. La première, celle de mon associé, qui est une exploitation laitière. Donc il a environ 100 vaches sur son exploitation. Il a aussi en plus un élevage de volailles, de poules pondeuses, poules repro. La deuxième exploitation, donc, c'est la mienne, sur laquelle on va retrouver donc du porc, environ 180 truies, naisseurs, engraisseurs. Un élevage de volailles de chair, principalement de la dinde. Et en plus, donc chacun, on va retrouver à peu près 170 hectares de culture. Donc toutes ces productions vont être assez complémentaires finalement pour alimenter notre méthanisation, dans laquelle on va retrouver à peu près 50% des effluents, ça va être nos lisiers. Donc ça va être du lisier de porc, lisier de bovin. Quelques lisiers de voisins qui représentent une faible proportion, environ 8%, qui va être du lisier de lapin et lisier de veau aussi. Et ensuite, une autre proportion, à peu près 17%, ça va être nos fumiers. Donc on va retrouver tous nos fumiers, un bovin, porcin, puisque moi je fais du porc sur paille, donc j'ai aussi du fumier de porc. Les fumiers des volailles. Et ensuite, environ encore 15%, ça va être les cultures dédiées à la méthanisation. Donc lessive, culture intermédiaire, qu'on va réaliser avant des maïs. Donc chez nous, on va principalement produire de l'orge pour la méthanisation. On va aussi retrouver un petit peu de maïs, qui quand même pour nous est très intéressante au niveau de la production et nous permet de piloter plus finement la production de gaz. Et enfin, on va retrouver un tout petit peu, 1% des déchets de céréales, issus de séchage, par exemple, de céréales, etc. Et voilà, c'est tout pour le site de méthanisation. On voit sur les images que vous avez des panneaux photovoltaïques, une éolienne, ça c'est des choses que vous avez mis en place au fur et à mesure. Oui, c'est des projets qui ont été mis en place avant la méthanisation. Le photovoltaïque, c'est mon associé sur la méthanisation, qui lui était très, très orienté sur le photovoltaïque. Tous ces bâtiments sont quasiment couverts. Et nous, notre exploitation, elle, oui, on a une éolienne sur l'exploitation, qui a été montée en 2007. Donc, qui était un projet de l'exploitation, donc, qui tourne depuis et très tourné vers les énergies renouvelables. Et la production d'électricité, elle est injectée sur le réseau électrique ou oui. Non, 100% en injection. 100% en injection, oui. Puisque c'est donc l'énergie qui sort de l'éolienne, le courant, c'est du 20 000 volts. Oui. Donc aujourd'hui, tout est injecté sur le réseau. Oui. Et autre particularité du site, vous avez un lysioduc. Donc vous allez nous expliquer un peu plus ce que c'est. Mais on ne retrouve pas ce genre d'installation sur tous les sites. Voilà, qu'est-ce que c'est et quels sont les bénéfices de ce type d'installation? Comme donc lysioduc, en fait, c'est juste qu'on réalise le transport de nos lisiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente 50% de nos effluents sur la méta. Donc un petit peu à l'origine du projet, on cherchait un peu à répondre aux problématiques des riverains. Et donc une des problématiques, c'était le transport. Les gens nous disaient que voilà, il y allait avoir plus de transport sur les routes, etc. Donc on a essayé de réfléchir à des solutions pour répondre à cette problématique. Et donc 50% de notre effluent étaient les lisiers. On a pensé au lysioduc, donc c'est une canalisation qui part de l'exploitation et qui va jusqu'au site de méta. Donc moi, mon exploitation est à peu près à 800 mètres. Donc tous mes lisiers sont envoyés tous les jours sur le site de méthanisation. Donc ça a plusieurs avantages. Donc déjà, pas de transport. Du lisier plus frais, puisqu'il est injecté au fil de l'eau. Et donc voilà, 800 mètres. Lisier de porc, c'est un lisier assez liquide, donc assez facile à faire. Et mon associé, lui, est un peu plus près, il a 400 mètres, et donc c'est du lisier bovin.
Et donc c'est pareil, qui est injecté quotidiennement sur la méthanisation. Ça nous permet d'avoir des stocks un petit peu plus petits sur les méthanisations. Et puis voilà, l'origine du projet, c'était vraiment diminuer le transport sur les routes. Et puis on peut rappeler que les lisiers, c'est beaucoup moins méthanogène que certains autres intrants, Oui. Que c'est source effectivement d'émissions de gaz à effet de serre, donc de pouvoir en continu les amener directement vers la méthanisation sans perte, effectivement sans volatilité des gaz, c'est clairement un plus. Ouais. On répondait aussi à d'autres problématiques, c'était le transport, parce que aujourd'hui, les personnes qui réalisent le transport, en tout cas dans notre secteur, c'est des ETA. Il y a des périodes de l'année où ils sont quand même très pris par les ensilages, par les moissons, où là le transport est plus difficile. Donc nous, ça nous permet vraiment d'être réguliers dans l'apport de lisier sur le site. Ok, alors ça c'est un sujet, mais celui pour lequel vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout l'intelligence artificielle. Vous expérimentez depuis plusieurs années maintenant, plusieurs mois, années. Depuis, oui, 1 an et demi. Voilà, l'intelligence artificielle pour vous aider à exploiter votre site. Donc vous avez été lauréat d'un appel à projet GRDF à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter les objectifs de ces expérimentations avec l'intelligence artificielle ? Donc à l'origine de ce projet, en fait, c'est une problématique qu'on a eue sur le site la première année, où l'été, on avait une problématique de saturation de réseau. En fait, sur mon secteur, on est beaucoup de méthanisation en injection. L'été, il y a moins de consommation, principalement des industriels qui peuvent s'arrêter le week-end. Donc il n'y avait pas de consommation en face de notre production, donc on se retrouvait à produire du gaz qui était torché sur les sites, donc de la perte. Et puis on imagine pour les riverains de voir du gaz torché, c'est aussi des questions. Donc on a rencontré Nevesus, je ne sais plus à quelle occasion, mais bon, on a évoqué ce sujet avec eux. Et ils avaient une solution sur l'intelligence artificielle. Donc elle nous a surtout permis au départ de torcher un petit peu moins, d'anticiper les saturations de réseau. En fait, on a plein de capteurs de disponibles sur nos méthanisations et sur le réseau GRDF. Et en fait, l'idée, c'est de récupérer toutes ces infos et essayer de s'en servir. Donc on récupérait les informations de pression sur le réseau de GRDF. Ça nous permettait d'anticiper les saturations et donc nous de diminuer notre production un petit peu avant la saturation. Donc pour diminuer la production, on réduisait notre ration qui nous était d'ailleurs donnée par l'intelligence artificielle, où elle nous disait voilà, faut réduire de temps, etc. Donc ça nous a permis de gaspiller beaucoup moins de gaz et d'essayer de diminuer la saturation. On le voit à l'image, alors vous pouvez la commenter, enfin je peux la commenter aussi, mais en trait bleu foncé, on a effectivement la pression du réseau de GRDF, qui plus elle est haute, plus effectivement on s'approche d'un épisode de saturation qui vous empêche d'injecter puisqu'il y a trop de gaz dans le réseau. C'est ça. En rouge notamment, c'est la limite à laquelle votre poste d'injection se ferme. Et en bleu clair, du coup en plein, en très plein bleu clair, c'est les prévisions de pression du réseau. Donc, et les pointillés, c'est le moment présent. Donc on voit qu'à droite des pointillés, c'est ce qui va être prévu par l'IA en termes de pression réseau sur la base des données historiques et peut-être d'autres données. D'autres données historiques, c'est principalement l'historique en fait. Elle apprend avec ce qui s'est passé les semaines précédentes. La météo. On compte la météo, puisque quand il fait chaud, on a moins de place dans les dômes aussi. Le gaz prend plus de place. Principalement ces 2 points-là, en tout cas pour cette problématique. Ouais. D'accord, donc dès que les prévisions montrent qu'on s'approche d'épisodes de saturation, votre intelligence artificielle va vous dire attention, réduisez la ration, mettez tel et tel intrant, produisez tel volume pour éviter de torcher. En fonction de la durée prévisionnelle de la saturation à venir. Exactement. D'accord. Donc ça a été le départ avec Biogaz IA. Et ensuite, on l'a utilisé, parce que l'IA, on peut faire beaucoup de choses avec. Oui. Ensuite, nous, on l'a utilisé. Au bout de la 2e année de production, il y a eu la crise de l'énergie. On a vu que l'électricité a fortement augmenté. Et donc là, on s'est aussi servi de l'intelligence artificielle pour piloter nos consommations d'énergie. En fait, on s'est servi des heures creuses et des heures pleines pour, en heures creuses, utiliser les gros consommateurs d'énergie, c'est-à-dire les purateurs principalement, et en heures pleines, de diminuer nos consommations. C'est-à-dire qu'en heure pleine, on stockait dans nos gazomètres, et en heure creuse, on injectait un maximum. Et donc ça nous a permis, pendant la crise en tout cas, où les cours d'élec étaient très hauts, d'économiser à peu près 14% quand même d'électricité sur le site. Donc nous, à l'époque, quand on a commencé, on était à 65 normaux, donc c'était un peu plus facile d'économiser puisqu'on avait de la dispo sur notre épurateur. Oui. Aujourd'hui, on est à la limite de l'épurateur, donc il tourne quasiment en permanence. Régime, ouais. Donc là, on joue pour économiser sur d'autres paramètres, sur à quel moment on incorpore, par exemple. Quand est-ce qu'on agite ?
parce qu'à l'origine, on avait des cycles d'agitation cycliques. On agitait 30 minutes toutes les 3 heures, par exemple. Mm. On ne savait pas pourquoi on le fait. Enfin, on ne sait pas. Oui. On ne sait pas si Séquence c'était vraiment régulière. optimisé. On peut peut-être le faire que toutes les 4 heures, peut-être que toutes les 6 heures. Donc l'intelligence artificielle est là aussi pour nous aider. C'est-à-dire qu'elle apprend un petit peu le fonctionnement de l'installation. Et à terme, elle sera capable de nous dire vous pouvez injecter que toutes les 6 heures, que toutes les 7 heures, que toutes. Donc voilà, c'est une autre facette de ce programme. Et c'est vrai c'est une thématique d'actualité quand même, l'intelligence artificielle, et on s'est vite rendu compte avec les ChatGPT et compagnie que c'est assez puissant. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite et on aurait tort de s'en priver. On a surtout beaucoup de capteurs sur nos installations et qui ne sont pas forcément exploités aujourd'hui. Et alors là, ça illustrait à l'image, ça illustrait ce que vous disiez sur l'électricité. Alors, je pense que c'est pas mal de l'expliquer parce que l'image est un peu complexe d'elle-même. Alors, il faut que j'arrive à l'expliquer comme ça. En fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Je pense qu'on peut voir les pics. Les pics, ça doit être la consommation de notre épurateur. Et donc là, je pense on devait. À l'époque, on jouait avec le débit d'injection, donc la puissance de l'épuration. Et donc en heure creuse, il était à plein régime, et en heure pleine, on essayait de diminuer et de se servir du stockage disponible pour. Ouais, c'est ça. Parce que en la regardant au préalable, j'avais vu qu'effectivement, lorsque vous avez les ciels gazeux pleins, forcément, il faut allumer l'épurateur parce que vous êtes au taquet. Ouais. Et donc, l'idée avec l'IA, c'est de faire en sorte que vous êtes plein et vous allumez l'épurateur au moment où le prix de l'électricité est le plus bas. C'est ça. Et que quand votre ciel gazeux est au niveau le plus bas, vous puissiez éteindre l'épurateur et que ça coïncide avec les périodes d'heures pleines de l'électricité. En se gardant toujours dans le stockage de gaz de 3 heures de battement. Ouais. Ok. Ouais. C'est juste pour info, si c'est pas confidentiel, votre prix d'achat de l'électricité, il est de combien, ou il était de combien à l'époque où vous faisiez à l'époque, il était ses premiers gains. Alors, parce qu'il a changé beaucoup. Il était de 11 centimes. 11 centimes. Ouais. Au tout départ, on a commencé à 9, après on était à 11. Aujourd'hui, on doit être à 14. D'accord, ouais, donc 14%. Et les années prochaines, on redescend. Ok. Ah, vous êtes sur un prix marché. Oui, ok. On s'adapte. Donc 14 centimes, 14% de réduction, ça permet de faire des calculs et on voit que c'est quand même non négligeable. Non, c'est non négligeable. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres optimisations que vous pouvez faire ou que vous prévoyez de faire avec l'intelligence artificielle ? Oui, on prévoit de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle surveille toutes nos consommations électriques et en particulier les dérives de consommation. Donc, c'est-à-dire un agitateur, par exemple, qui dérive, soit qui consomme plus ou moins qu'avant. L'IA nous alerte qu'il y a quelque chose qui se passe, donc nous, ça nous permet d'aller visuellement voir ce qui peut se passer sur un agitateur. Ça peut être l'hélice qui est partie, on ne voit pas à l'intérieur, donc on peut le voir que sur la consommation du moteur. Un problématique sur les roulements, par exemple. Donc ça nous permet d'anticiper les problématiques et donc de planifier nos maintenances aussi bien en avance. C'est hyper encourageant, merci du témoignage. On a une petite question qui peut vous concerner, qu'on peut prendre tout de suite. Justement sur la partie torchage évité grâce à l'auscultation de la pression du réseau et à l'anticipation. Est-ce que vous avez estimé la quantité de gaz que vous n'avez pas torché ou que vous avez pu sauver grâce à ce système ? Non, on l'a fait, mais j'ai plus le chiffre en tête. En heure de torchage peut-être. Ouais, en heure de torchage, on gagnait. Généralement, on torchait 48 heures à peu près, tous les week-ends en fait, l'été. Et on arrivait à torcher moins de 24 heures. D'accord, ouais. On gagnait une bonne divisé journée. Par 2 les temps de torchage. Ouais. Donc, sur notre cas, en tout cas. Voilà. Ouais. Je pense que ça répond à la question. Et alors, c'était une question plus sur la partie énergie renouvelable électrique. Quelles puissances photovoltaïques et éoliennes ont été installées ? Alors, je crois qu'on l'a vu un peu à l'image, vous pouvez peut-être les rappeler. Donc, et quelles sont les contraintes pour l'installation d'une éolienne proche d'un site de méthanisation ? Alors, je crois que l'éolienne est arrivée avant le site de méthanisation. L'éolienne est arrivée avant. Les contraintes, il y a 800 mètres entre le site de méthanisation et l'éolienne, il n'y en a pas. Okay. C'était pas la contrainte principale. Photovoltaïque, aujourd'hui, il y a 400 kW crête. Et l'éolienne, elle, fait 2 MW. 2 MW, ouais. Donc c'est une bonne éolienne. Oui. Pour l'époque, ça faisait partie des... Parce qu'elle a quel âge, l'éolienne ? Donc elle est 2007. 2007, ouais. Oui. Donc c'était une des premières du département d'Ille-et-Vilaine. Ouais. On a balayé les questions qui vous concernent. J'avais une question avant de passer à Christophe.
qui concerne, pour Sophie et Christophe justement. L'intelligence artificielle, là, telle que présentée par Ludovic, ça vous inspire pour vos sites, vous en pensez quoi? Sophie, peut-être pour commencer. Oui, nous on est assez neuf, hein, on est assez jeune dans cette industrie-là, mais on constate quand même qu'il y a un nombre d'informations qui sont collectées qui est absolument énorme. Et aujourd'hui, on n'en maîtrise pas complètement la signification et l'utilité. Et donc, on vous verrait bien, effectivement, potentiellement, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir l'aide justement de l'intelligence artificielle pour arriver à déceler ou à lire justement dans ces données-là et faire notamment, je vois bien sur le sujet de la maintenance prédictive comment ça peut être intéressant. Mais on a effectivement des problématiques un peu différentes. Nous, pour le coup, on n'est pas trop dans un environnement où il y a énormément de pression sur le réseau, donc on ne serait pas forcément sur les mêmes problématiques. Mais j'en vois bien l'intérêt. Donc peut-être que d'ici 6 mois, quand on aura bien maîtrisé le fonctionnement de qu'on aura un peu mieux maîtrisé le fonctionnement du méthaniseur, on pourra se poser cette question-là. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Ok, merci. Et vous, Christophe, une réaction? L'intelligence artificielle semble avoir une telle puissance que je ne vois pas comment on va pouvoir le faire sans. Donc bien évidemment, un jour ou l'autre, on pourra s'en servir. C'est ce qu'il vient expliquer tout à l'heure pour le brassage, des choses comme ça. Obligatoirement, oui, ça pourra nous servir sur tous les sites, dans plein de circonstances différentes, c'est sûr. Ouais, je crois qu'on a encore pas mal d'avenir et de développement sur ce sujet. Merci encore une fois, Ludovic, pour ce témoignage. Christophe, on va passer à vous. Donc, pour rappel, agriculteur et exploitant de l'unité de méthanisation de Avalon Bioénergie. Donc, pareil, là, on a une illustration. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre site? Alors moi, donc, je suis agriculteur méthaniseur, donc agriculteur en polyculture élevage dans Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de l'Yonne. Je me suis lancé dans la méthanisation il y a déjà 11 ans de ça, où j'ai construit mon premier site de méthanisation en cogénération d'une puissance de 500 kW électrique, ce qui représente à peu près 120 normomètres cubes de biogaz, basé principalement sur les effluents d'élevage. Donc là, je suis associé avec un de mes voisins agriculteurs. Voilà, donc le but était de passer tous les fumiers de nos bovins allaitants. On s'est vite rendu compte que, ce qu'on disait tout à l'heure, que le fumier, c'était pas la valeur, le fumier, le lisier, c'était pas avec ça qu'on faisait le maximum de gaz. Et on a eu des problèmes techniques de taux de matière sèche, etc. Et en fait, on s'est du coup, par l'intermédiaire de connaissances, lancé dans le monde du biodéchet. Du biodéchet alimentaire, donc 3-4 années après la mise en service de mon premier site. Et donc là, on était alimenté sur ce premier site en cogénération par des biodéchets qui arrivaient de grands groupes industriels. On s'est vite retrouvé en grande difficulté avec la qualité des soupes qui arrivaient chez nous, où en fait, on s'en était pas rendu compte au début, on s'en est rendu compte au moment de l'épandage, où ces soupes étaient extrêmement sales de petits microplastiques. Parce qu'en fait, le monde du biodéchet, il y a 10 ans, c'était nouveau, on commençait à mettre ça en place. Les machines n'avaient pas la performance qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Et résultat, de toute façon, quand vos plastiques ils étaient dans votre site de méthanisation, on ne pouvait pas les récupérer. Donc là, on a vite mis tous nos fournisseurs en alerte en disant qu'il fallait absolument faire quelque chose pour améliorer ça. Parce qu'en fait, nous, notre rôle d'agriculteur, c'est de privilégier le retour au sol. On n'est pas là, on se transmet tous nos fermes de génération en génération. Moi, je suis la 6e génération qui est chez moi. J'ai mon fils qui va arriver dans quelques années également. Je ne suis pas là pour polluer ou pour détruire notre patrimoine, quoi. Donc en fait, on a essayé de réagir au plus vite en demandant à ce que la qualité des biodéchets puisse s'améliorer sans trop de résultats, il faut avouer. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, puisque personne ne veut le faire, on va le faire. En fait, il n'y avait pas de centre de déconditionnement en plus en Bourgogne-Franche-Comté. Alors nous, on est très bien positionné puisqu'on se trouve juste entre Paris et Lyon, au bord de l'autoroute A6, donc plutôt facile d'accès. Par contre, on a un gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'habitants. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de concurrence sur le traitement des biodéchets, parce que les grands groupes industriels restent au pied des grandes villes, ne viennent pas en pleine campagne comme chez nous, quoi. Donc on a commencé à lancer ce projet de déconditionnement de biodéchets. En fait, le mot important, moi ce que je voulais, c'était créer un projet qui ait du sens, en fait. Créer un projet qui ait du sens pour le territoire, essayer d'avoir une appropriation locale qui se passe bien. Ça n'a pas été le cas. Mais voilà, en fait,
c'était pas de se dire, bon, on va faire un méthaniseur pour faire un méthaniseur parce qu'on va faire quelque chose, etc. Je voulais vraiment qu'on crée un projet qui ait du sens. Donc, en fait, avoir du sens, c'était pas de me dire, je vais planter 150 hectares de maïs et on va mettre du maïs dans le méthaniseur. C'était absolument pas l'objectif. Donc, du coup, on s'est dit, puisqu'il n'y a pas de centre de collecte de biodéchets en Bourgogne-Franche-Comté, on va le faire. On va le créer. Donc, en fait, le projet, il est parti comme ça, de se dire, bon, on va faire ça. Donc, le but principal, donc, à part le fait de faire un projet qui ait du sens, c'était de faire un retour au sol de qualité. C'est-à-dire d'avoir un digestat sans inerte à l'intérieur. Donc, on a visité beaucoup de sites pour faire ça. Beaucoup de sites. Aucun site ne nous a montré une soupe parfaite comme nous, on voulait faire. Et donc, on a rencontré une société Green Creative qui se trouve en région parisienne et avec qui on a travaillé. Donc, on leur a proposé notre projet en disant, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une soupe parfaite, sans inerte à l'intérieur. Donc, eux voulaient aussi travailler là-dessus parce que, bien évidemment, on sait que c'est l'avenir et que tout le monde va être amené à faire ça. Et donc, on a développé un procédé ensemble, donc sur le premier site de méthanisation. Donc, ils ont amené une machine, un prototype, qui était tout avec de la ferraille rouillée, voilà, qu'on a essayé de faire développer, de faire améliorer pendant 1 an et demi à peu près sur le premier site de méthanisation. Et puis après, quand on a créé Avalon Bioénergie, la première machine de tri des microplastiques est donc arrivée à Avalon Bioénergie. Et puis donc, du coup, sur cette unité de déconditionnement de biodéchets, on y a adossé un méthaniseur. Ça nous paraissait plus judicieux, puisqu'en fait, dans cette parcelle que vous voyez à l'écran, on a le réseau GRDF et le réseau GRT Gaz. Donc, plutôt bien placé. Et donc, l'intérêt d'avoir le site de méthanisation en même temps que le centre de déconditionnement, c'est qu'après, vous n'avez plus de transfert, plus de transport de matière. Et tous les salariés qui travaillent sur le site peuvent très bien s'occuper aussi bien de la méthanisation que du traitement de biodéchets. Donc là, le site, il produit à peu près 200 normaux mètres cubes heure. Donc avec nos 2 sites, ça fait à peu près comme si on avait 300 normaux, grossièrement. 300 normaux. Donc en fait, le but de l'opération, c'est vraiment d'alimenter au maximum les 2 sites avec des biodéchets. C'est vraiment la priorité absolue. Quelle proportion aujourd'hui? Alors la proportion sur les papiers au début du contrat, c'est 50%, puisqu'en fait l'objectif aussi c'était de rester méthaniseur agricole. Donc pour rester méthaniseur agricole, il y a 2 contraintes. Il faut avoir plus de 50% du capital social détenu par les agriculteurs, ce qui est le cas, et mettre plus de 50% de matière d'origine agricole. Aujourd'hui, on en est là. Le traitement des biodéchets a monté de façon très très rapide, puisqu'en fait la première année, on était parti sur un business plan à peu près à 5-6 000 tonnes, et en fait, à la première année, on a fait 12 000 tonnes de biodéchets. Donc en fait, on commence déjà à se poser la question, à se dire, dans les mois ou les années qui vont venir, la question importante va être de se dire, est-ce qu'on reste méthaniseur agricole, et du coup, on se prive un petit peu de biodéchets, ou est-ce qu'on se lance à fond dans le monde du biodéchet, et on n'est plus méthaniseur agricole, et du coup, on passe méthaniseur industriel, quoi. Donc voilà, le site est tout couvert de panneaux photovoltaïques. Donc nous, par contre, comme on vient de le faire, vu le tarif de rachat d'électricité aujourd'hui en panneaux solaires, nous, en fait, c'est tout en autoconsommation. Ça veut dire que nous, la gestion, elle est un petit peu différente du témoignage d'avant, c'est que nous, en fait, on fait tourner le maximum de machines la journée. Quand il y a du soleil, les panneaux sont allumés, quoi. Donc, en fait, et l'IA vous permettrait peut-être de piloter, effectivement. Et éventuellement, parce qu'après, ça dépend des nuages qu'il y a. Donc, en fait, lorsqu'il fait beau, normalement, la journée, on ne consomme pas d'électricité. Ah, vous êtes autonome. Donc, en fait, la nuit, il ne se passe rien. Donc, tout le déconditionnement des biodéchets se passe la journée. La nuit, on n'a aucune alimentation. Tout se passe la journée. La seule chose qui tourne la nuit, c'est le compresseur pour l'épuration, quoi. En fait, c'est la chose qui consomme le plus. Donc, c'est la seule chose qui tourne la nuit. Et donc, en fait, on fait tourner le maximum de choses la journée, quoi. Voilà, parce qu'on autoconsomme. Donc, on a une installation de 240 kW crête, quoi, sur la toiture du bâtiment. Et ça, c'est autonome en journée en électricité sur toute la méthane d'injection. Quand il fait beau. Quand il fait bien beau. Voilà, l'année 2024 n'a pas été fabuleuse. Mais, alors, voilà. on va peut-être faire un focus du coup sur le système de déconditionnement et de filtration des biodéchets. Alors, on a une vidéo, je vous laisse la commenter. Donc là, en fait, tous les jours, on a des livraisons qui arrivent, alors principalement de grandes surfaces, un petit peu des collectivités, mais pas beaucoup pour le moment, puisque la collecte n'est pas vraiment en place dans tous les territoires. Donc ça, c'est tous les bacs qui arrivent de fruits et légumes. Alors, c'est tous les déchets qui se périment très très vite. Donc, fruits et légumes, viennoiserie, beaucoup. D'accord. Donc, c'est pain, pâtisserie, et puis voilà, un fruits et légumes, produits laitiers. Donc tous les jours, on a des arrivées de 1, 2, 3 ou 4 camions à peu près qui arrivent. Donc soit en pale-box, soit quand ça vient un peu plus loin, c'est des camions comme ça en vrac qui viennent, où là vous avez 30 tonnes qui sont versées en vrac dedans et qui versent dans une cuve de 50 mètres cubes. Et donc là, en fait, 30 tonnes, on vide ça en 3 minutes. Et après, nous, on déconditionne tous les biodéchets alimentaires. Donc la machine qui déconditionne les biodéchets,
a un potentiel d'à peu près de 10 tonnes à l'heure, entre 8 et 12 tonnes suivant le type de déchets. Donc là, vous voyez le premier tri des déchets. Donc là, on sort 99,5% des plastiques, en gros. Donc tous les gros plastiques qui sortent au premier tri. Et donc ensuite, donc la spécificité du site d'Avalon Bioénergie, donc elle a la première machine, donc le FlexiPure, qui trie les microplastiques. Donc en fait, les microplastiques, c'est ce qui avant était donc du coup épandu dans les champs parce qu'on n'avait pas ce système de tri. Donc ça, c'est la machine qui a été créée par Green Creative. Donc là, on voit ces mini particules qui tombent là. Alors, c'est pas des gros volumes. C'est pas des gros volumes puisqu'en fait, ça représente que quelques pourcents. Mais par contre, du poids. Par contre, quand c'est épandu dans les champs, si ça fait pas beaucoup de poids, ça fait quand même, ça se voit visuellement. Oui, donc en fait, couleur, ouais. L'objectif, c'est absolument pas d'avoir ce type de morceaux de plastique dans les champs, quoi. Et en proportion, le tonnage de plastique que vous recevez, enfin la proportion de plastique dans les biodéchets à la réception, ça a l'air d'être énorme quand on voit les images. Alors la proportion de plastique, elle est en effet énorme puisqu'on a à peu près en moyenne 10% du poids de tonnage de biodéchets qui arrive, qui est des plastiques. C'est-à-dire que si vous recevez 60 tonnes de déchets une journée, vous avez 6 tonnes de plastique, quoi. Ouais. Donc c'est énorme. Voilà, donc en fait le plastique est devenu... on ne connaissait pas ça, mais le plastique est devenu du coup notre nouvelle source de travail pour rendre le site beaucoup plus efficace parce que le plastique, c'est du coup, nous on est payé 60 € la tonne grossièrement pour recevoir les matières, entre 60 et 80 € suivant les matières, mais après le plastique nous appartient. Donc c'est-à-dire que si on reçoit 50 ou 60 ou 80 tonnes par jour, eh ben, on a 5, 6 ou 8 tonnes de plastique à retraiter qui nous appartient après et qui donc au départ sont enfouis, quoi. D'accord, alors c'était une de mes questions, effectivement. On va la prendre tout de suite. Quels seraient les projets ou les démarches que vous avez en tête pour valoriser ces plastiques parce que vous dites effectivement que ça peut être une ressource finalement pour vous. Oui, alors le plastique, le problème que nous on a, c'est que vous avez pu voir, quand ça arrive, tout est mélangé. C'est-à-dire que dans une caisse, vous pouvez vous retrouver avec un sac de pommes de terre, des yaourts, des baguettes de pain et des fruits et légumes. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul type de plastique ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le recycler. On pourrait recycler uniquement si vous déballez que du lait, que des yaourts, donc que ce soit que le même plastique. Donc ça, on pourrait le faire. Là, c'est pas le cas puisque tous les plastiques sont mélangés. Donc, puisqu'ils sont tous mélangés, en fait, on est obligé aujourd'hui de les traiter par enfouissement ou incinération. Bon, avant, tous ces plastiques-là étaient aussi enfouis avec la matière organique à l'intérieur. On a déjà progressé, puisque avec la matière organique, on fournit déjà toute la ville du territoire en biogaz, quoi. Donc aujourd'hui, ce problème de plastique, on est en train de le résoudre, puisqu'en fait, la technologie de tri, de nettoyage de plastique progresse, puisqu'en fait, tout le monde y travaille, parce que c'est un vrai problème. Le coût d'enfouissement est très élevé, c'est plus de 200 € la tonne. Ce qui veut dire que là, par exemple, pour l'année 2024, on en est à quasiment 200 000 € de frais d'enfouissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous les faites enfouir Aujourd'hui, ils sont enfouis. Et donc là, depuis quelques semaines, on a essayé une nouvelle machine qui est maintenant en commande, qui lave les plastiques. Donc on a fait des essais, on a fait des tests où on a tout pesé, parce qu'en fait, on se rend compte que dans le monde des biodéchets, on est toujours en phase de découverte, d'amélioration continue, sans arrêt. Donc on a trié les microplastiques. Maintenant qu'on a les microplastiques, ils sont sales, il faut les nettoyer, etc. Donc c'est jamais terminé. Donc là, on a réussi à les nettoyer et du coup, on a réussi à gagner entre 40 et 50% du poids des plastiques, ce qui est énorme. Puisqu'en fait, nous, on paye à la tonne pour l'enfouissement. C'est-à-dire que si vous payez 200 000 € par an d'enfouissement, là, déjà, on va passer à 100 000 €, juste en nettoyant les plastiques. Ça, c'est le premier gain. Le deuxième gain, c'est que comme vous nettoyez les plastiques, vous récupérez la matière organique qui est restée encore un petit peu collée dessus. Il nous en restait entre 3 et 5% de matière organique qui était encore collée sur les plastiques. Donc du coup, cette matière organique-là, vous la récupérez et elle se retrouve en méthanisation et vous faites du gaz avec. Donc ça, c'est un produit qui était perdu avant et qui après se retrouve en méthanisation. Et donc maintenant que les plastiques sont propres, et là maintenant on commence à travailler donc, pour faire du CSR. Donc en fait, le CSR, c'est d'essayer d'utiliser ces plastiques propres pour les brûler. Donc c'est-à-dire alimenter des cimenteries, des choses comme ça. Donc là, en fait, on est en phase de négociation en ce moment pour pouvoir valoriser ces produits. Alors même si on les donne, on n'est pas en train de les vendre, hein. On peut même éventuellement être obligé de payer, mais même si on va peut-être payer que la moitié du prix de l'enfouissement, et au moins ces plastiques-là ne vont plus être enfouis et ils vont servir à quelque chose. Donc en fait, là aujourd'hui, le gros du travail, il est sur ce traitement des plastiques et essayer d'améliorer ce tri, quoi, en fait. Et il pourrait aller en pyrogasification si un jour il y a des... On peut tout faire. Je sais qu'il y a aujourd'hui des essais qui sont faits en Suisse
où en fait les plastiques sont... Alors c'est principalement, il faut que le plastique soit dur, donc il faudrait pouvoir le faire fondre. Ils le font avec les bouchons de plastique, donc le plastique est fait avec du pétrole. Et en fait, le but de l'opération, c'est de ramener le plastique à son état initial, c'est-à-dire de refaire de l'essence avec le plastique. Donc voilà, donc tout ça, peut-être qu'un jour, on arrivera chez nous à refaire ça. Pour l'instant, on en est au nettoyage, on a déjà bien progressé, parce qu'en fait, on n'est qu'à 1 an et demi de production. On va déjà régler ce problème de nettoyage de plastique et de traitement d'enfouissement. Et donc peut-être qu'après, l'un des prochains projets, ce sera les utiliser encore mieux, quoi. Oui, parce que justement, sur cette question d'enfouissement, donc vous disiez, vous étiez rémunéré 60 € la tonne de biodéchets traités, enfin encore reçus sur le site. La partie justement enfouissement des plastiques que vous récupérez, ça ponctionnait combien sur ce revenu ? Comme on en a 10% et qu'on paye 200 € la tonne, en gros, c'est 20 €. Donc si vous voulez, quand on est payé 60 € la tonne de produits, de déchets organiques qui arrivent sur le site, vous avez déjà 20 € qui partent pour l'enfouissement du plastique. Et les 40 autres € sont là pour payer le personnel, parce qu'il faut beaucoup de personnel, parce que beaucoup de travail, beaucoup de manutention, beaucoup de suivi, beaucoup d'entretien des machines, et puis l'amortissement des machines. En fait, le but de l'opération, ce n'est pas de gagner de l'argent avec les biodéchets, ça n'arrive pas. C'est juste de pouvoir alimenter son méthaniseur à 0 €. Et quand vous alimentez votre méthaniseur à 0 €, en fait, vous avez tout gagné, en fait. C'est ça l'objectif. Parce que quand vous amenez des cives, obligatoirement, la cive, elle vous coûte. Même si c'est vous qui la produisez, vous vendez les cives en interne entre votre exploitation et le méthaniseur. Mais ça a quand même un coût. Donc voilà, donc en fait, le but, il est vraiment de pouvoir alimenter la méthanisation à 0 €. C'est ce qu'on arrive à faire, parce qu'en fait, ce qu'on a vraiment voulu avec mon associé, c'est dimensionner le projet intelligemment et pas non plus faire un projet gigantesque. Moi, ce que je veux, c'est tout maîtriser. C'est-à-dire que nous, on dépend de personne. C'est-à-dire qu'on peut tout alimenter grâce à nos produits, si jamais on avait un manque de biodéchets, puisqu'on a une très grande exploitation agricole. Donc, on exploite plus de 1500 hectares. Et donc, ça nous permet aussi de tout maîtriser, les épandages de digestats. C'est-à-dire que moi, tous les digestats, ils restent sur notre ferme et c'est nous qui les utilisons. Donc, ça fait aussi un petit bonus. Alors, cette année, c'est plus un embêtement qu'un bonus avec la météo qu'on a pour répandre. Mais voilà, en fait, quand vous avez un site qui est mal dimensionné ou un petit peu trop important par rapport à la taille de votre exploitation agricole, vous devez aller épandre ou négocier des épandres du digestat chez des voisins. Vous allez payer le transport pour des voisins et que vous n'allez même pas bénéficier du produit, en fait. Donc moi, je ne voulais pas de ça. Moi, je voulais que tout soit vraiment... reste chez nous, aussi bien les apports que les sorties, quoi. Donc avec un digestat qui est propre, et justement, si on veut rentrer un peu dans la technique, quels sont, enfin, en termes de taux de plastique que vous retrouvez in fine dans le digestat, vous êtes à combien aujourd'hui? Alors maintenant, l'objectif, il était très clair, c'est d'être à 0. Aujourd'hui, alors la norme ICPE en France, c'est on a le droit d'avoir 5 grammes d'inerte par kilo de matière sèche, alors plastique, verre, métal, 5 grammes. Comme ça, par kilo de matière sèche, on se dit que ça ne fait pas beaucoup. Par contre, visuellement, ça se voit. Et en fait, 5 grammes, alors, parfois, on a des normes où on ne comprend pas trop en se disant cette norme-là, elle existe, mais elle ne sert à rien. Et inversement, cette norme de 5 grammes, je la trouve importante, quoi. Et puis ça s'accumule, les plastiques. Et voilà, ça s'accumule. Et en fait, on se dit, mais en fait, cette norme, elle ne devrait pas être à 5, elle devrait être à 2 ou à 3, mais pas à 5 grammes, quoi. Parce qu'en fait, à 5 grammes, si vous épandez un digestat qui a 5 grammes de plastique ou 3 grammes de plastique dedans, vous allez à l'œil, ça se voit, quoi, en fait. À l'œil, ça se voit. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de descendre à 0. Donc, nous, sur les analyses qu'on fait aujourd'hui, on est entre 0 et 1 gramme. D'accord. Sur toutes nos analyses. Voilà. On connaît les endroits sur lesquels on peut encore améliorer la technique. Et voilà, donc là, on est en train de le faire. On est en train de modifier le site, de modifier les systèmes de pompage, etc., pour justement améliorer et tendre vers ce 0. Et voilà, quoi. En fait, c'est vraiment l'objectif final. C'est du digestat parfait pour faire un retour au sol de qualité. Parce qu'en fait, le retour au sol, il se fait chez nous. Et voilà, donc c'est le maître mot, c'est le retour au sol, en fait. Et alors justement, alors vous en avez déjà un peu parlé, mais dans un futur proche, si vous auriez, enfin, quel type d'innovation vous verriez comme prioritaire dans le monde du biodéchet, en tout cas qui pourrait vous intéresser? C'est ça. Alors aujourd'hui, on a déjà beaucoup travaillé, puisqu'en fait les biodéchets avant étaient perdus. Maintenant, on fait de l'énergie avec. Donc moi, la ville, alors c'est une toute petite ville qu'on alimente, c'est une ville de 5500 habitants. Bon, maintenant, elle est alimentée avec du gaz vert. Même l'été, on a aussi des problèmes de saturation de réseau, donc on produit de trop par rapport à ce que la ville elle peut consommer. Donc ça déjà c'est fait pour le problème organique. Maintenant, après voilà, c'est ce problème de plastique
Tout le monde se dit, depuis des années, on entend tout le monde qui dit on va supprimer ci, on va supprimer les sacs, on va supprimer ça. En fait, c'est absolument pas ce qui se passe en réalité. Et nous, on le voit tous les jours, quoi. On a un groupe de grande distribution qui nous livre des plastiques avec un suremballage, quoi. Et je me bagarre depuis plusieurs mois pour justement arrêter ce problème-là. Parce qu'en fait, eux, ça leur prend du temps, ça leur coûte de l'argent. Et moi, ça me coûte de l'argent chez moi parce qu'en fait, il faut enlever ce suremballage qui va nous bourrer des vis ou des choses comme ça, quoi. Et qui est un vrai problème et qui est contraignant pour tout le monde. Qui coûte de l'argent, qui coûte du temps et qui sert à rien. Donc en fait, c'est vrai que moins on aura d'emballage, mieux on se portera. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas à la fin des emballages, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que le sujet du biodéchet est étroitement lié au sujet des emballages et du gaspillage alimentaire. Donc voilà. Donc moi, je pense que nous, on travaille beaucoup là-dessus sur le traitement des emballages. Là, pour tout vous dire, vu que ça marche plutôt bien, on est en train de doubler la ligne de déconditionnement. Donc chaque machine soit doublée, ce qui va nous permettre éventuellement, parce que des fois on a des gros arrivages d'une seule matière. Par exemple, là on a eu, par exemple, c'était du lait, donc beaucoup de lait, des centaines de tonnes de lait. Et en fait, quand vous pouvez passer un produit uniquement seul, sans le mélanger à d'autres, là du coup vous pouvez garder les emballages, et là vous pouvez les revendre et donc les réutiliser pour le tricot, en fait. Et donc, du coup, au lieu que ce produit soit enfoui, il est réutilisé et il sert dans un service, quoi. Donc, voilà. Donc, l'objectif, si on a 2 centres de tri, c'est de pouvoir se dire, si on a un gros volume qui arrive une fois, et en fait, on le passe sur une des machines et on ne mélange pas les plastiques pour pouvoir les valoriser derrière. Ouais, super intéressant. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Alors, la question que je viens de vous poser, je vais la poser aussi à Sophie et Ludovic pour conclure notre séquence. Quelle est l'innovation la plus prioritaire pour vous dans les années à venir pour répondre à vos besoins ou à vos enjeux? Sophie? Et alors nous, effectivement, on est encore une fois, on est un peu jeune, donc ça fait effectivement 6 mois qu'on ajuste notre ration pour produire, etc. Et ce qu'on a pu déceler dans ces mois d'expérimentation, c'est une grande sensibilité quand même de la production de biogaz par rapport à la nature des intrants et leur qualité. Donc, et pourtant, on a du coup une ration qui est plutôt stable par rapport à Christophe en fin de compte, puisque en ayant une grosse partie des flux d'élevage, normalement, on est quand même plus stable, j'imagine, par rapport à la diversité des biodéchets qui peut alimenter le méthaniseur de Christophe. Mais pour autant, en fait, en fonction du stade de maturité des effluents et puis aussi de tout ce qui est culture intermédiaire, donc de la qualité de l'ensilage qu'on va mettre dedans, il peut y avoir une variation quand même plus qu'à la marge de la quantité de biogaz produite. Et donc, tout ce qui pourrait être capteur, par exemple, qui permettrait de déceler en avance, en fait, les qualités, ou en temps réel, en fait, la qualité des produits, des intrants, du méthaniseur, et permettrait, du coup, de mieux ajuster les rations en amont, ce seraient des sujets qui pourraient être super intéressants pour nous. Comme ça, a priori, avec notre faible expérience, c'est quelque chose qui nous intéresserait bien, pour dans l'optique mieux pilotée, et certainement en complément des outils d'intelligence artificielle sur lesquels on serait aussi pour lesquels on pourrait être très intéressé aussi. Et vous, Ludovic? Nous, les projets qui nous intéressent, ce serait aujourd'hui développer l'intelligence artificielle, puisqu'elle est présente, mais aussi la valorisation du CO2. Aujourd'hui, quand on produit du biogaz, on produit 55% de méthane qui est injecté dans le réseau et 45% de CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère, qui est capté dans l'atmosphère avant, forcément. Oui, CO2 biogénique. CO2 biogénique. Donc nous, on essaye de réfléchir, c'est encore assez récent comme filière, mais sur la valorisation de ce CO2. Ouais. Je viens du monde industriel et je sais que on se fournissait en CO2, parfois avec même des ruptures. Donc on sait que c'est un produit qui est intéressant et pourquoi pas l'utiliser, quoi. Ok. Merci pour vos témoignages à tous les trois. On va se garder quelques minutes pour répondre aux questions reçues par les téléspectateurs. Il y en a une notamment pour vous, Ludovic. Après, je vous laisse voir si vous voulez répondre, mais voilà, quel est le coût du logiciel d'intelligence artificielle que vous avez déployé? Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est quelques centaines d'euros par mois, c'est un abonnement. Puisqu'on a un suivi aussi de la part de la société qui fait évoluer le logiciel en permanence, à nos demandes d'ailleurs.
Des fois, on a des petites demandes, par exemple, récemment, pour nous faciliter comment dire, la façon de remplir nos déclarations, DRAF entre autres. On a développé avec le fournisseur du logiciel, en fait, on a pris toutes les questions qui nous étaient posées par la réglementation, et puis dans le logiciel, on a une page où on a toutes les réponses. Donc vous faites un clic. On fait un clic, il va chercher toutes les infos sur nos capteurs, sur nos consommations, sur nos mètres cubes de torchage, et on a tout sur une page. Donc pour nous, voilà, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Au lieu de passer 2 jours à récolter toutes les infos et à les traiter, on les a, il faut quand même un petit peu de travail, mais en 3-4 heures, on a rempli le document, alors qu'avant, il nous fallait 2 jours. Oui. C'est ce genre de choses, mais voilà, non, c'est un abonnement, j'ai plus les valeurs en tête, mais pour nous, c'est intéressant. Il faut se rapprocher de la société. Société Nevesus, voilà pour rappel. Une autre question sur l'intelligence artificielle. Alors c'est peut-être... Alors c'est une double question, pardon, je l'ai mise pour Ludovic et Christophe. Alors pour l'IA ou pour le déconditionneur, mais c'est la même question. Est-ce que ces technologies ont, à votre connaissance, été développées sur d'autres sites de méthanisation ? Alors, peut-être pour le déconditionneur Graines Créatives. Alors, le déconditionnement, oui. Alors, moi, sur mon site, j'ai eu la première machine qui a trié les microplastiques, le premier FlexiPure. Maintenant, oui, il y en a d'autres partout. Donc, et en fait, il y a eu une étude ADEME qui a été réalisée il y a quelques mois en France sur 7 sites de méthanisation qui traitaient les biodéchets. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que les seuls sites qui pouvaient se permettre d'avoir des digestats très propres qui répondaient largement aux normes étaient toutes des entreprises, enfin des déconditionnements qui avaient un double tri, un double système de tri, quoi. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, si on veut faire un produit de qualité, on est obligé d'avoir 2 tris successifs. Sans ça, on ne peut pas avoir quelque chose de très très propre. Donc oui, ça se développe beaucoup aujourd'hui, oui, bien sûr. Du coup, je profite de vous avoir parce qu'il y a une question, une autre question à ce sujet. Est-ce que le fait de laver, donc je pense que c'est la deuxième étape où on voit effectivement la filtration fine, est-ce que le fait de laver ne va pas renvoyer des microplastiques dans la soupe qu'on ne voit pas ? Bonne question. Alors si, en effet, quand on lave, il y a toujours les microplastiques ne sont pas triés, mais du coup, en fait, moi, ils repartent en cycle, et ils repartent en amont du FlexiPure. Donc en fait, ils repassent après avec les nouveaux biodéchets qui arrivent, ils sont remélangés et ils repassent en système de filtration. Donc ils passent plusieurs fois avant de... Donc tous ceux qui restent dans le produit propre, vous voyez, quand ils sont lavés, ils repassent dans le système. En fait. D'accord. Ouais. Donc il y a forcément du résiduel, mais en tout cas, ce que vous mesurez, vous avez mesuré le taux de plastique dans les soupes. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, vous êtes entre 0 et 1, c'est ça. 1 gramme maximum par kilogramme de matière sèche. En fait, ce qui sort de la laveuse, on ne le remet pas. On a essayé de le mettre en direct dans le méthaniseur. Enfin, on a fait des tests, des essais. Et en fait, il y a encore des petits morceaux de plastique qui passent au travers. Oui. Et c'est les petits morceaux de plastique qui étaient triés du FlexiPure, en fait. Et comme ils sont petits, ils sont difficiles à retrier, quoi. Donc, du coup, on les laisse dans le circuit, quoi. OK. On les laisse dans le circuit. Oui, puis le 0,1, en fait, après, avec l'ensemble du digestat et le mélange, c'est ce qui fait que vous atteignez un seuil qui est très bas. Non, mais après, comme ils restent dans le circuit, de toute façon, ils n'iront jamais dans le digestat, en fait, au final. Ils restent dans le circuit de traitement des biodéchets, quoi. Merci. Et donc, la question pour Ludovic, c'était est-ce que sur d'autres sites de méthanisation, de l'intelligence artificielle, alors de Nevesus ou autre, est mis en place à votre connaissance ? Alors de Nevesus, oui. Je sais qu'il y a d'autres sites, on n'est pas les seuls. Et je sais même qu'il y a certains constructeurs qui s'intéressent à l'intégrer directement à leur solution, process. Ce qui paraît logique puisque c'est aussi un outil de pilotage. Donc plutôt que d'avoir plusieurs couches de pilotage, d'en avoir qu'une seule avec le process, ça serait intéressant. Oui. Puisqu'on voyait tout à l'heure l'image de l'hypervision que vous offre l'IA, ça, en fait, qui est du coup une surcouche par rapport à ce que vous avez en base avec le constructeur. Exactement, oui. Ouais. Donc l'objectif, j'imagine, des constructeurs, c'est de proposer une seule solution qui gère, qui fait tout, quoi. Je crois qu'ils vont la remontrer. Et ben écoutez, on a écoulé les questions. Il y a une question qui n'est pas forcément... Alors effectivement, dans le webinaire, on avait parlé initialement de chaleur fatale dans l'annonce du webinaire, mais on a eu un changement de programme. Mais on a quand même une question sur la chaleur fatale. Alors Christophe, vous qui avez une cogénération, vous pouvez peut-être y répondre. La chaleur fatale des cogénérateurs sera-t-elle explorée ? Il serait temps de la valoriser. Alors, la chaleur fatale, je ne sais pas si on peut l'appeler la chaleur fatale, parce que la chaleur, elle est là. La chaleur fatale, oui, elle est utilisée dans un système de cogénération qui peuvent le faire, qui sont positionnés dans un endroit où on connaît plein de sites qui utilisent toute la chaleur. Par contre, il faut être positionné dans un endroit où on peut le faire. Moi, je prends l'exemple de mon site en cogénération, qui est dans une ferme isolée,
je n'ai pas, à part mettre un séchoir ou chauffer une serre de fruits et légumes, je ne peux pas utiliser à la chaleur. Parce qu'en fait, vous allez l'utiliser pour la serre de tomates, par exemple, vous allez l'utiliser quelques mois de l'année, mais au mois de juin, juillet, août, septembre, vous n'allez pas utiliser votre chaleur. Donc en fait, moi, chez moi, par exemple, elle est utilisée pour faire l'hygiénisation. Donc là, nous, on utilise la chaleur. Donc bien évidemment, elle chauffe ma maison d'habitation, les digesteurs. Mais voilà, donc le plus gros, la chaleur, est utilisée pour faire l'hygiénisation. Pour ce qui est de mon site en injection, la chaleur, pour l'hygiénisation, en fait, on a quasiment pu faire toute l'hygiénisation pendant l'été, quand on n'avait pas besoin de chauffer les cuves de digestion, avec juste le compresseur de l'épurateur. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on a eu presque toute la chaleur gratuite pendant l'été, quoi. On mettait, on mettait un petit peu plus de temps à faire l'hygiène. Ouais. Donc on mettait 2 heures de plus à faire le cycle. Mais en fait, là, c'était pareil que de la Cogé. C'était la chaleur gratuite, quoi, en fait. C'est la chaleur fatale du compresseur. Ouais, il n'y avait pas de pompe à chaleur pour faire la pompe. La chaleur du compresseur. Juste, En fait, quand on a fait, on a vraiment tout installé le site pour ne rien perdre en chaleur. Donc voilà. Donc en fait, sur le site en Cogé, donc en effet, de récupérer la Cogé, de récupérer la chaleur en cogénération, c'est l'un des meilleurs moyens pour essayer de rentabiliser un site. Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de rentabiliser des sites avec les prix d'achat d'électricité. Donc, quand on peut vendre la chaleur, bien évidemment, c'est préférable, mais tout le monde ne peut pas le faire. Ouais. Ça dépend de son emplacement. Mais c'est mieux, bien sûr. Merci Christophe d'avoir pris cette question complémentaire. Il est temps de conclure pour nous. Donc, je vous remercie, Sophie, Ludovic, Christophe, d'être venus parler un peu de sujets innovants pour la filière. Je vous remercie aussi, vous qui êtes derrière l'écran, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Je remercie également Jean Bouvet, qui a tout organisé pour ce webinaire. Merci à lui, et puis à très vite sur les sujets R&D.